Martino. Le parrain de l'actualité. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Tu peux me parler, Joseph, de données inquiétantes concernant les jeunes et les fausses nouvelles? Ouais. Richard, la génération Z, donc ceux qui sont nés très exactement entre 1996 et 2012, sont donc aujourd'hui ces jeunes qui ont entre 13 et 26 ans. Ici, je précise tout de suite, toute généralisation générationnelle est en partie abusive, mais malgré des merveilleuses exceptions, on peut globalement dire qu'ils vont pas bien, Richard. Ils sont angoissés, peu confiants, peu optimistes, plus médicamentés que n'importe quelle autre génération, et ils vivent un tas de problèmes. Le durcissement du débat public, la pandémie, la crise des opioïdes, l'angoisse climatique, les difficultés pour accéder à la propriété. Et par-dessus tout ça, Richard, une autre caractéristique forte de cette génération, c'est sa grande difficulté à distinguer la différence entre la vraie nouvelle et la fausse nouvelle. Ici, je précise tout de suite, dans toutes les générations, tu serais étonné du nombre de gens qui embarquent derrière des folies. Mais c'est plus fort chez les Z que chez les autres générations. Je suis tombé, Richard, sur une étude faite à la très sérieuse Université Stanford. On présente à divers échantillons une vidéo qui montre des électeurs en train de commettre une fraude électorale. Ils bourrent des urnes. Et le titre, c'est « Fraude électorale lors de la primaire démocrate de 2016 ». C'est un discours très trumpien, là, fraude électorale. Eh bien, parmi les Z, sur 3446 personnes, sur 3446, ils ne furent que 3 sur 3446 à se rendre compte que les images venaient de la Russie et pas des États-Unis. Bon, maintenant, regarde bien. Moi, là, 64 ans et des poussières, quand j'ai des problèmes d'ordinateur, je me fais dépanner par des jeunes qui me regardent avec un air attendri, papy, tu sais, puis me tapotent l'épaule. Et donc, on est faussement porté à penser que parce qu'ils ont grandi là-dedans, ils sont plus à même que nous de détecter des faussetés. Richard, c'est exactement le contraire. Parce qu'ils ont grandi là-dedans, ils ont bien de la misère à distinguer le vrai et le faux. En fait, dans Politico, ce site que j'aime beaucoup, on les traitait de « the most gullible », la génération la plus crédule de toutes. Il y a des tas de données qui confirment ça. Et l'explication, elle est complexe et elle combine plusieurs facteurs. D'abord, il y a ce qu'on sait spontanément. Leur principale source d'information, c'est Internet et les réseaux sociaux. Richard, 45% des 18 à 29 ans, 45% des 18 à 29 disent que TikTok est leur principale source d'information. Ça, on le savait. Or, sur ces plateformes, il n'y a aucun contrôle de qualité. Ça aussi, on le savait. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que comme ils se méfient des médias traditionnels, cette génération, ils ne sont que 16% à avoir confiance dans les médias traditionnels. Comme ils se méfient des médias traditionnels, quand ils veulent vérifier, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont sur une autre plateforme aussi remplie de niaiseries que la précédente. Donc, on ne s'en sort pas. T'sais, ils iront vérifier sur un réseau, sur une plateforme pas plus sérieuse que TikTok. Et quand on leur demande, quand on les interroge, puis qu'on leur dit « Hey, puis quand vous voulez vraiment être sûr, dites bien ce qu'ils répondent. » Beaucoup d'entre eux disent « Ben, je vais regarder les commentaires. »
Et si la plupart des gens semblent trouver ça sérieux, ben ils vont suivre l'opinion majoritaire. Alors, tu vois, c'est un mécanisme Ben, d'auto-renforcement négatif. Tu es sur une source pas fiable. Si tu doutes qu'elle n'est pas fiable, tu iras valider sur une autre source pas fiable, puis tu vas te fier à des gens aussi mal informés que toi, qui ont été amenés là par des algorithmes qui renforcent leurs inclinaisons subjectives. Et tu sais comme moi que si tu fouilles sur Internet, tu vas trouver une source pour supposément accréditer n'importe quoi. Alors, les petits ben, mononcles, comme toi et moi, là, on a un double avantage. D'abord, on a le réflexe d'aller sur les vieilles sources, style CNN ou New York Times. On accorde encore une certaine crédibilité à ces vieux médias. Puis surtout, on a une expérience de la vie. On est assis sur une banque d'expériences qui nous permettent de faire des parallèles, de comparer, puis de dire wow, 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 pouce, mais pouce égal, et de faire le tri. Eux, ils n'ont pas ça. Et donc, ça les rend crédules. J'ajoute 2 choses à ton cocktail nocif et toxique. 2 autres ingrédients Vas-y qui donc. vont encore rendre ça plus nocif. Bon. Premièrement, c'est les gens qui prennent pas le temps. Je viens de lire un texte de Thomas Friedman du New York Times Ouais. sur la situation en Israël. C'est un long texte. C'est un très long texte. J'ai pris le temps de le lire. J'ai appris plein de choses formidables. Ça me fait réfléchir à ce qui se passe. Mais j'ai dû prendre une demi-heure, 20 minutes de mon temps. Eux autres, il faut que ça aille vite. Deuxièmement, on vit dans une société où l'émotion prime sur la raison. On veut, tu sais, Dan Poli le dit dans son livre, là, on veut tout de suite aller chercher des clics puis des réactions. Puis pour ça, on vise l'émotion. Mais l'émotion, elle est mauvaise conseillère. Ouais. Il faut à un moment donné se calmer et lire des textes froidement, puis ils prennent pas le temps, qu'est-ce que je te Ouais. dise? Richard, tu me dis, ils veulent aller vite. Tu sais, après que j'ai publié mon roman, j'ai fait toute la tournée des salons du livre, puis je peux te garantir qu'avec un roman de 1200 pages, mon lectorat, il avait facile 55 ans et plus. Alors, quand j'étais à la table des signatures, tout d'un coup, arrive une couple de jeunes. J'en revenais pas. Ben, devine quoi? Je devine quoi? Ils m'ont dit, c'est ma mère qui m'a dit que c'était bien bon, fait que je vous donne une chance. Tu sais. Alors, mes lecteurs, c'est des petits vieux. Tu sais. Puis, autre anecdote. Quand j'enseignais mon cours de sociologie à HEC, première année, cours obligatoire, ils arrivent du cégep. Le manuel de base, OK, il faisait 450 pages. Puis, tu sais, il datait un peu. À chaque année, on changeait des bouts. Puis, 450 pages. Fait qu'à un moment donné, on leur demande, puis, comment vous le trouvez, le livre? Ils disent, trop long, trop touffu, trop complexe. OK. Alors, moi et mes collègues, on décide, naïvement sans doute, de le réécrire au complet, nouvelle édition, la version 2.0, et on sort une version en 234 pages, 2 fois plus court. On était-tu fiers? Alors, évidemment, on le lance, puis à la fin de la première session, je leur dis, tu sais, je suis très fier de moi, puis notre nouveau manuel, plus light, plus mince, comment vous le trouvez? Réponse, trop long. Ben là, coudonc, tu sais, qu'est-ce que vous voulez? Des PowerPoint? Ben oui, mais Ben, c'est ça. toi, t'es pas sur les médias sociaux, mais moi, Non, je jamais de mets- la vie. je mets mes textes, je pousse mes chroniques que j'écris dans le journal, ces médias sociaux, puis ça. Les gens, rien que le titre. Les gens réagissent au titre. Ils prennent même pas, écoute, c'est 529 mots, très exactement, mes chroniques dans le journal. C'est pas énorme, là. Je veux dire, tu sais, tu peux aller sur le bol de toilette, faire tes besoins, puis tu finis de lire mon texte avant que tu finisses ta job, OK? Alors, c'est trop long. Généralement, C'est Richard, trop long. tes Ils réagissent au titre. Richard, tes textes m'inspirent généralement des actions plus positives qu'aller m'installer sur le bol. Je te rassure tout de suite. Maintenant, tu sais, on disait il y a un instant,
quel avenir ça dessine, ces jeunes qui sont si crédules? Et c'est là que ça devient complexe. Ici, tu as le scénario optimiste puis le scénario pessimiste. Le scénario optimiste, c'est de dire, ben les Z, ils vont vieillir, ils vont mûrir et ils vont augmenter leur capacité de discernement. Ça, c'est le scénario qu'on souhaite. Mais il y a le scénario pessimiste, Richard, qui est, et si les autres générations, elles, commençaient ou continuaient à se comporter comme eux? Par exemple, tu te rappelles, aujourd'hui, dans les restos, tu vois les 4, papa, maman et les 2 enfants, chacun sur son sel. On ne voyait pas ça il y a 20 ans. Ça, c'est des gens qui ont pris les mauvais plis des jeunes. Fait que c'est pas si sûr que ça, que c'est les Z qui vont mûrir. C'est peut-être au contraire les autres qui vont se mettre à les copier en allant vers toujours une pensée de plus en plus fast-food. Exactement. Voilà. Moi, je suis plus négatif, plus pessimiste. Écoute, Alex, mon collègue Alexandre Moranville, Ouais. j'y tire tout le temps la pipe parce que lui, quand il est avec ses amis, il y a tout le temps quelqu'un qui sort un jeu de société puis se met à jouer au jeu de société puis tout ça. Puis moi, je dis, voyons, c'est plat. Et lui, il dit, pendant ce temps-là, on se parle, on est ensemble. Le jeu de société est un prétexte à avoir des discussions. On n'est pas chacun sur nos tablettes. On est ensemble, puis tout le monde ensemble, on travaille dans le même but, puis tout ça, puis on discute, puis toute l'affaire. Il dit, au contraire, Richard, au contraire, c'est toi qui es dans le champ. Et il a raison. Oui, Il a parfaitement raison. Oui, absolument. D'accord. Moi, j'haïs pour mourir les jeux de société, Moi aussi. sauf les échecs, qui sont le jeu le plus silencieux de toutes. Il n'y a rien de plus fatigant quand tu joues aux échecs que quelqu'un qui placote devant toi. Tu as besoin de te concentrer. Mais je constate que dans ces soupers de mon oncle puis de ma tante, où ça joue aux cartes, aux 500, puis toute une série de jeux auxquels je n'ai jamais rien compris, mais pendant ce temps-là, ils fraternisent. Exactement. Quel beau vieux mot en voie de disparition. Merci, Joseph. À demain. Ça marche. Salut, bye. Salut.